Alors, on va entrer un petit peu dans le détail parce que ça commence à devenir plus intéressant, beaucoup plus proche de nous, évidemment. Il s'agit de l'étape donc antérieure à la Révolution, celle du siècle des Lumières, les théories du contrat social et les théories du droit naturel, évidemment, qui assurent un fondement juridique justement à la notion d'individu. Oui, Alors, il y alors a une tension là entre l'individu et la société. Et vous dites, on voit apparaître la société aussi. Alors voilà, on voit apparaître la société, mais avec pourquoi aussi voit-on à ce moment-là apparaître la société? C'est qu'il ne faut pas oublier le rôle très important de l'État-nation. C'est-à-dire que plus l'individu va avoir ses droits reconnus, plus de fait, et c'est le paradoxe que met toujours en avant Marcel Gauchet, plus il faut qu'il y ait d'État pour que l'individu soit reconnu. Le marché n'est pas une invention qui date et qui remonte. Le marché est une invention récente. Et il a fallu la montée de l'État-nation pour garantir et encadrer l'autonomie du sujet. Et cela, à un moment donné, en termes de droits, ça va se fonder sur des droits précis, liberté d'association par exemple, ou de syndicalisation, etc., des droits civiques, des droits sociaux. Et ceci est encadré juridiquement. Mais c'est là, Olivier Bobineau, qu'on voit apparaître quand même la notion d'individu. Peut-être pas apparaître, mais en tout cas, qu'elle prend corps, cette notion d'individu. Pour Marcel Gauchet, il ne faut pas oublier, on passe d'un âge à un autre, on passe de l'âge de la tradition, de la religion, de la hiérarchie, à l'âge de l'individu. Et de la soumission au passé. Et de la soumission au passé, de la soumission au divin, de la soumission antérieure à l'individu. Et l'État-nation va être le procédé politique et collectif qui va permettre de rendre plus individu encore l'individu. Dans le cadre d'une société, mais on retrouve là le cadre hegelien, dans le cadre d'une société civile, où il va y avoir de la concurrence entre les individus. Du conflit. Et du conflit, et de la conflictualité, bien entendu, puisque Marcel Gauchet, par ailleurs, utilise beaucoup la dialectique dans son écriture, mais aussi dans son raisonnement, dans sa pensée. Oui. Alors, quand je parlais de tension entre l'individu et la société, c'est justement sur le thème de la liberté, notamment, que ces tensions se manifestent, puisque la liberté de l'individu est toujours, d'une certaine manière, rapportée à celle du corps social dans son entier. Oui. Elle est toujours limitée, bien entendu. Et même dans les théories du contrat social, c'est d'une certaine manière la liberté conjuguée de tous les individus qui permet au lien social de s'établir et d'une certaine manière, contrôler cette liberté individuelle. Alors vous faites état du contrat social, 1762, il ne faut pas oublier une phrase de Rousseau, « L'appétit du seul instinct est esclavage ». Donc ça définit la liberté chez Rousseau. Et quand Marcel Gauchet relie l'intérêt général, en effet, il y a une version libérale de l'intérêt général, où ce sont l'agrégation finalement de ces libertés individuelles qui permettent un bonheur collectif supérieur. Voilà, on trouve ça chez Bentham, chez Adam Smith et les autres. Et puis il y a une version de l'intérêt général beaucoup plus volontariste, beaucoup plus holiste. Et c'est à celle-ci que notamment Marcel Gauchet s'intéresse, où là, c'est, comme vous dites, c'est le contrat social, c'est-à-dire que malgré tout, à un moment donné, on va essayer de surhumer, de dépasser ces rivalités individuelles pour essayer de trouver un intérêt supérieur et général. Donc là, il est assez rousseauiste et ça va faire émerger l'État, quand même, l'État au modèle français, version française, qui est bien différente de l'État chez nos amis anglo-saxons. Alors l'individu, donc, qui est une histoire longue, elle va trouver effectivement une étape importante, cette histoire, dans la Révolution française. Oui. Et pour Marcel Gauchet, donc, les événements révolutionnaires sont extrêmement marquants de ce point de vue-là. On avait déjà assisté d'une certaine façon à l'émergence d'un espace public, mais là, il est réalisé en actes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire la comparaison, et de reprendre Marcel Gauchet quand il fait la comparaison entre la Révolution américaine et la Révolution française, en effet. Dans la Révolution, on retrouve les mêmes ingrédients, selon Marcel Gauchet, mais avec une grosse différence, il y a des capitales. C'est que d'un côté, il y a des communautés, il y a la possibilité de l'individu de participer à des petits collectifs, des collectifs particuliers, et de l'autre, la Révolution française, c'est
une véritable idéologie, c'est la volonté d'une refondation. Mais d'une certaine façon, après, table rase des communautés de l'Ancien Régime. Et il y a tout un programme idéologique, et il en analyse d'une certaine façon l'échec aussi. Parce que quand on regarde la société française, on aboutit à quoi? On aboutit à une exclusion, suspension de ces communautés intermédiaires, ce que les sociologues, à la suite de Durkheim, appellent les corps intermédiaires, et un face-à-face aujourd'hui entre qui et qui? Entre l'individu et l'État. Oui. Oui, bon, il y a quand même des médiations. Bien sûr, Hein, bien sûr. oui. Euh, Mais ces médiations sont toujours revues par rapport à l'individu et par rapport à l'État, si vous voulez. Il n'y a pas de référence, il suffit de lire la Constitution et puis, et puis de voir certaines actions, de voir le taux de syndicalisation, le taux d'association. Moi, souvent, je prends l'exemple également des publicités commerciales, si vous voulez, d'une limonade. Quand j'ai vu les slogans en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne, on voit bien comment, y compris une grande limonade mondiale connue, pour vendre celle-ci, utilise des slogans. En Allemagne, ce sera « partage-la ». En Angleterre, en Grande-Bretagne, ça sera « ressens-la, vis-la ». Et en France, ça sera « n'écoute que toi ». Alors ça, c'est aussi une dimension importante, c'est celle de l'intériorité, l'affectivité et évidemment l'inconscient. Mais juste avant ça, je voulais, à propos de la Révolution française, revenir sur ce que vous avez dit, Olivier Bobineau, sur l'histoire. L'histoire au sens hegelien, la prise de conscience que les hommes peuvent être acteurs de leur histoire, ce qui les tourne finalement davantage vers l'avenir que vers le passé. La Révolution française, c'en est un bon exemple. Oui, c'est un programme idéologique qui a pour objet de promouvoir l'individu au cœur d'une nation, avec un programme d'autonomie du sujet, des sujets libres, égaux et souverains. Voilà. Et dites-vous, 1789 marque la fin de la suggestion, en citant Marcel Gauchet, Oui. la fin de la suggestion hétéronomique Absolument. du politique, c'est-à-dire la fin de la soumission du politique au religieux, Oui. en fait. La Révolution française, c'est le Ouais. moment où le politique se saisit de lui-même profondément. C'est-à-dire qu'il ne passe plus par la religion pour essayer d'avoir un mode de régulation sociale. C'est le moment de conscientisation, de prise de conscience, où le politique se dit « Eh bien, je vais assumer pleinement ma maîtrise collective ». Quitte à ce que ça aille jusqu'à l'autonomisation du sujet, et donc à se retourner contre, d'une certaine façon, le politique. Et c'est la distinction que fait Marcel Gauchet entre la politique et le politique. Le politique, c'est d'une certaine façon l'ordre des invariants, structurants, fondamentaux, et la politique, c'est la mise en scène. La seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la mise en scène de la politique aboutit à une telle autonomisation, émotionnalisation, subjectivisation des individus, que, d'une certaine façon, le bien commun, il rejoint un peu Aristote là-dessus, le politique est remis en question avec ce polythéisme, comme il le dit, des valeurs et le polythéisme des jugements des individus, qui fait qu'on se pose une question aujourd'hui, c'est quel est l'avenir de cette autonomisation du sujet. Alors, il y a une espèce de plongée de l'individu en soi-même par la découverte de l'inconscient, où on découvre finalement une autre forme de dépossession de soi. Dans le fond, l'inconscient gouverne à notre place. Oui. Et puis en même temps, c'est une version, nouvelle de l'individualisation, dans la mesure où on n'est pas loin là de l'égocentrisme, de l'égoïsme tel qu'il est, mis en valeur, notamment dans la publicité, comme dans le discours publicitaire. Et ce qui est intéressant aussi, ce que fait Marcel Gauchet, me semble-t-il, notamment à la fin du Désenchantement du monde, mais aussi dans ses ouvrages qui traitent de psychologie, dont on sait qu'il a critiqué l'approche de Michel Foucault, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous dites, en effet, l'inconscient, c'est d'une certaine façon la perte de prise de l'individu sur lui-même. Et ce qui me semble moins intéressant, c'est que finalement, Marcel Gauchet, il voit du religieux, là. Oui, le religieux revient par la petite porte. Voilà, il revient par la non-prise sur l'invisible. Or, qu'est-ce que l'inconscient, si ce n'est précisément, si je reprends les termes de Gauchet, la non-prise sur l'invisible. Et c'est ça, le religieux. Et ça nous crée une posture, selon lui, de l'individu moderne, qui est sans cesse en train de s'interroger, comme le faisaient les anciens, mais avec, nous dit-il, des questions avec avec une absence de réponse, qui était le fruit des institutions et des encadrements des dispositifs de sens, notamment religieux.
Bon. Aujourd'hui, l'individu est un peu laissé à lui-même face à ce vide et à cette question identitaire. Une nouvelle forme de désenchantement. Exactement, le désenchantement identitaire. Oui, alors justement, ça c'est une autre forme de retour du religieux qui n'a pas du tout été évacuée par le politique. Simplement, chacun a trouvé sa place. C'est la revendication des identités communautaires, et en particulier religieuses. Absolument. C'est le zapping tribal, c'est la volonté de se construire. Qu'est-ce que l'identité? C'est un processus de construction de sens à partir d'attributs culturels, très bien. C'est la volonté de construire du sens, de se construire soi, y compris avec ses interrogations profondes. N'ayant plus les institutions pour répondre, les grandes institutions du sens, eh bien, j'essaye de bricoler. Pour reprendre Michel de Certeau, il y a un braconnage. Il y a un braconnage, j'essaye de faire ce que je peux avec les éléments qui sont proposés. Voilà. Et par ailleurs, il faut savoir que pour Marcel Gauchet, cette question d'identitaire, y compris avec ses dimensions éthiques, c'est aussi ce qui est posé à l'État. Puisque, précisément, depuis la séparation des églises et de l'État, pour reprendre Marcel Gauchet, l'État est mis à nu. Et il est bien appauvri pour légaliser sur la bioéthique, sur toutes les conséquences, on le voit y compris avec l'exclusion, etc. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions éthiques. Comment il fait? Et là, on entre dans un grand débat très important pour Marcel Gauchet, c'est la conception aussi de la laïcité et des relations entre la religion et la politique. Alors, vous parliez des comités d'éthique, des lois de bioéthique, de l'encadrement éthique de certaines découvertes scientifiques liées à la biologie, au génome humain en particulier, etc. Toutes sortes de questions qui sont beaucoup agitées aujourd'hui. Alors là, justement, il y a une autre dimension nouvelle, moderne du lien social qui se manifeste dans... effectivement, l'État légifère, mais n'impose pas dans ce domaine, et c'est par la négociation, finalement. Les comités de bioéthique, ce sont des comités où les gens discutent, délibèrent et trouvent des solutions. Et des solutions, je ne sais pas. Des solutions mathématiques, je ne sais pas. Des règlements, peut-être. Oui. Enfin, des accommodements. Des solutions à leurs problèmes. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, et de toute façon, d'une manière toujours provisoire. Et ça, dans cette description qu'il fait de l'individualisme, de son évolution toute récente, ça a un rôle très important. Il évoque notamment, suite à la question de Jean-François Dortier, donc le rôle de cette disposition particulière dans la famille, par exemple, où on ne commande plus, on n'obéit plus, mais on négocie beaucoup. Oui, si vous voulez, c'est l'inscription aussi de l'âge démocratique, de l'autonomisation des sujets, et y compris l'introduction sur des sujets relevant par exemple de la famille, les questions du sens, les questions profondes de la vie, de l'amour. Et c'est en même temps la rencontre, si vous voulez, entre un processus général qui s'appelle la démocratie, la délibération, la négociation, sur des sujets au sein d'instances telles que la famille, voilà, là, ça c'est assez moderne, cette confrontation, sans aucun doute, sur des questions de fond, de sens, avec une pratique délibérative, une pratique où l'individu doit tester, négocier, tâter, et encore tâtonner. Voilà, donc c'est la phase du subjectivisme affectif et identitaire. Oui. Qui comporte également un aspect de négociation assez important. Et puis un autre, mais ça, on en reparlera peut-être à la parution du 3e tome de l'avènement de la démocratie. Donc les religions séculières, pour revenir sur le retour de la religion, les religions séculières que sont pour lui les différents totalitarismes. Il en parle donc dans ce 3e tome, les totalitarismes, les idéologies totalitaires ou même pseudo-religieuses. Oui. Merci Olivier Bobineau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le religieux et le politique, avec 12 réponses de Marcel Gauchet, 12 réponses à vos questions. C'est publié dans la collection Religion et politique, chez Desclés de Brouwer.